Bonjour Cyril Brett, merci de répondre à nos Bonjour. questions. Vous êtes spécialiste des relations internationales à l'Institut Jacques Delors, cofondateur du blog Eurasia Prospective. Et puis on vous doit notamment 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au XXIe siècle. C'est paru en octobre 2020 chez Armand Collin. C'est l'attaque que le monde redoutait. Oui, c'est le scénario du pire, c'est le scénario maximaliste. Ça n'est pas une attaque limitée au bassin du Don, ça n'est pas une attaque limitée à la zone de la Crimée, c'est une attaque sur l'ensemble du territoire. Les frappes pas aériennes visent à neutraliser les forces armées ukrainiennes et donc la capacité de résistance de l'intégralité de l'État et du territoire ukrainien. Et visiblement, les forces russes se rapprochent de Kiev. C'est ce que disent en tout cas les autorités ukrainiennes. Ça veut dire que l'ambition de Vladimir Poutine, c'est visiblement de conquérir la capitale. Écoutez, c'est la crainte que tout le monde a. Attendons d'avoir des informations de terrain confirmées. Ce qui est sûr, c'est ces frappes aériennes. Ce qui est certain également, c'est que des mouvements de troupes se font par le nord, la Biélorussie par l'est, la Russie par le sud-est, le Donbass et par le sud, c'est-à-dire la Crimée. Est-ce que la Russie a les moyens d'occuper durablement l'Ukraine? Je ne le sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que le Kremlin se limite dans ses déclarations sur la neutralisation du gouvernement et des forces armées ukrainiennes, mais prétend seulement démilitariser et non pas conquérir l'Ukraine. Hmm. On est habitué à la distance qu'il peut y avoir entre les déclarations et les actes, donc je pense qu'il faut se garder pour le moment de conclusion sur les objectifs tactiques aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Parlons peut-être du discours de Vladimir Poutine qui a repris le terme de génocide que mènerait actuellement l'Ukraine contre les Russes. Il avait déjà utilisé ce même mot lors de la guerre en Géorgie en 2008. Il veut, dit-il, dénazifier l'Ukraine. Est-ce qu'il a une vision paranoïaque là? Il a une vision historique tout à fait particulière et complotiste. Il essaye de justifier cette opération militaire illégale en se référant au passé de la Deuxième Guerre mondiale et aux nazis. Il faut se souvenir que quand les troupes allemandes sont entrées par l'ouest de l'Ukraine, elles ont été accueillies par une frange de la population et par les partis politiques les plus anticommunistes comme des libérateurs. C'est ce qui lui sert de prétexte pour qualifier l'Ukraine de néo-nazie. Il prétend également qu'il y a un génocide des minorités russes et russophones en Ukraine. Ça avait été le cas en Géorgie. C'est l'argument classique, absurde, mais classique, utilisé pour défendre les minorités russophones dans plusieurs États anciennement de l'URSS. Il a largement distribué des passeports pour que des citoyens russes soient présents dans cette partie de l'Ukraine. C'est donc deux prétextes classiques, attendus et parfaitement infondés qui sont brandis aujourd'hui. Donc quand il évoque le droit à la légitime défense, c'est complotiste. C'est complotiste et c'est une façon de se mettre sous la protection légale de la Charte des Nations Unies qui prévoit 3 recours à la force à son article 51, la légitime défense, l'appel à l'intervention militaire par un État, c'est ce qui avait été utilisé en Syrie, et un mandat des Nations Unies. Donc il essaye dans cet argumentaire d'habiller d'une légalité superficielle son intervention militaire. Hmm. C'est vrai que l'histoire revient beaucoup dans cette opération militaire, dans cette guerre. Pour Vladimir Poutine, la Russie aurait en quelque sorte abandonné des cadeaux aux anciennes républiques soviétiques. Il veut au fond les réparer aujourd'hui. Exactement, il veut effacer certaines des conséquences de la chute de l'URSS et il a été très explicite depuis maintenant 15 ans sur la question. C'est une tragédie la fin de l'URSS pour lui et les conséquences sont la colonisation, je cite encore une fois, la colonisation par l'Occident de l'ancienne URSS avec l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN, notamment aux 3 États baltes. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est en train de s'exprimer. Il condamne l'attaque russe. Viktor Orban, qui est plutôt proche de Vladimir Poutine, qui est plutôt un allié. Une autre chose, Cyril Brett, dans le discours de Vladimir Poutine, il menace ceux qui seraient tentés d'interférer. On imagine qu'il parle des Occidentaux. Cela conduirait, dit-il, à des conséquences que vous n'aurez encore jamais vues. Il parle de quoi, là? De dissuasion nucléaire? C'est une allusion directe à une menace nucléaire.
Il veut condamner les Occidentaux et les alliés de l'Ukraine à regarder, sans intervenir directement militairement, son invasion de l'Ukraine. Vous l'avez parfaitement lu, ce sont les 2 dernières lignes de son communiqué de cette nuit. C'est une menace. Il entend menacer par avance les Occidentaux s'ils venaient à aider l'Ukraine autrement que diplomatiquement. Est-ce qu'il y a une possibilité que les Occidentaux interviennent militairement pour aider l'Ukraine ? Non, non, cela a été explicite. Ni les Américains ni les Européens ne sont prêts à mourir pour Kiev, et ni les Européens ni les Américains ne sont prêts à s'engager pour un pays qui n'est pas officiellement leur allié, l'Ukraine, dans un conflit direct avec la Russie, qui a hérité de l'URSS son statut de puissance nucléaire. Voilà, l'OTAN qui est au cœur des discussions. Cyril Brett, je vous propose d'écouter le secrétaire général Jens Stoltenberg qui s'est exprimé il y a maintenant quelques minutes. Aujourd'hui, le Conseil nord-atlantique a décidé d'activer notre plan de défense. C'est une étape prudente et défensive pour protéger nos nations pendant cette crise, et cela nous permettra de déployer les forces nécessaires, dont les forces de réponse de l'OTAN, là où il y en a besoin. Nous avons environ 100 avions de chasse en alerte dans le ciel pour protéger notre espace aérien et plus de 120 bateaux en mer, du Grand Nord jusqu'à la mer Méditerranée. J'ai demandé la tenue d'un sommet virtuel des leaders de l'OTAN demain pour convenir de la suite. Voilà, Cyril Brett, le secrétaire général de l'Alliance qui annonce l'activation des plans de défense. Il s'adresse là à qui ? À la Pologne, à la Lituanie, d'anciennes républiques soviétiques qui se sentent aujourd'hui menacées par la Russie ? Oui, il s'adresse à l'intégralité de l'Alliance, ceux que vous avez mentionnés évidemment, mais aussi du flanc sud, la Roumanie, la Bulgarie. Et on voit bien tout à la fois la détermination de Jens Stoltenberg, le Norvégien qui dirige l'OTAN, et son impuissance, puisqu'il s'agit simplement d'avancer les défenses aux limites de l'Ukraine sans y pénétrer. Et donc, on voit à quel point l'OTAN est à la fois résolue, unie, mais en même temps impuissante à arrêter cette opération militaire. Donc les Ukrainiens vont affronter seuls les Russes avec une armée qui ne fait pas le poids. Tout à fait, tout à fait. Vous diriez qu'on est parti pour un long conflit ou enfin c'est difficile à dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est très difficile. Vous avez raison, c'est très difficile à dire. Nous ne sommes pas dans la salle de planification des forces armées russes. En revanche, nous pouvons raisonner à partir de signaux. Un signal assez fort, c'est que jusqu'au début mars, tous les aérodromes civils russes sont fermés. Et donc, pour que l'espace aérien soit libre. Et donc, ça veut dire que la Russie se prépare à pouvoir être opérationnelle militairement dans les airs jusqu'au début mars. Ça nous donne une indication sur la longueur des opérations et vraisemblablement aussi sur leur nature. C'est-à-dire que c'est véritablement une opération de grande ampleur qui est en cours de déroulement. Je pense que nous n'en sommes malheureusement qu'à la première phase militaire de cette opération. Est-ce qu'il y a des comparaisons que vous faites avec ce qu'il s'est passé en 2008 et l'invasion russe en Géorgie, en tout cas ce début d'invasion est-ce qu'aujourd'hui on est dans un autre degré d'intensité ? Oui, on est dans un autre degré d'intensité parce que les frappes ne sont pas limitées à la bande frontalière. Ce sont vraiment les centres de décision militaire, puis peut-être demain les centres de décision civile qui sont directement frappés. En revanche, comme nous le sommes dit tout à l'heure, il est trop tôt encore pour savoir si la Russie prépare une occupation ou plus spécifiquement une opération militaire centrée sur les infrastructures militaires pour que l'Ukraine soit définitivement désarmée. Voilà, donc nous allons suivre le déroulement des opérations. La surprise joue un grand rôle évidemment dans ces opérations militaires. Il faut les scruter, les analyser. En revanche, ce qu'on peut déjà dire,
c'est que la Russie va rendre l'Ukraine ingouvernable et indéfendable pour de longues années. Je sais que vous travaillez beaucoup sur la désinformation autour de la Russie. On connaît Vladimir Poutine comme roi de l'ingérence, des cyberattaques, ici donc des intrusions militaires. C'est aussi une guerre hybride à laquelle on vit, à laquelle que l'on Oui, suit. oui, oui. Oui, c'est une guerre complète, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une guerre qui se déroule aussi dans le cyberespace, c'est l'évidence. Et c'est une guerre qui se déroule actuellement dans le domaine médiatique. Les communiqués de presse, la communication, les réseaux sociaux de la Russie vers l'Ukraine envoient des messages qui sont hautement paradoxaux, qui sont la dénonciation de l'illégitimité ou de l'illégalité du gouvernement, des messages aussi pour rassurer la population sur les intentions de la Russie et la protection des civils. Ce conflit se déroule à une toute autre échelle que le conflit géorgien et se déroule dans absolument toutes les dimensions, air, terre, mer évidemment, cyber évidemment et médiatique. C'est également le cas en ce moment. Ça ne la rend pas moins dangereuse, ça la rend sans aucun doute plus complète. D'où l'importance de nos envoyés spéciaux. Merci Cyril Brett de nous avoir éclairés. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales à l'Institut Jacques Delors, cofondateur du blog Eurasia Prospective.